Remettre la révolution à l'ordre du jour. A priori, si vous êtes venus si nombreux à un meeting avec ce titre, c'est que vous êtes convaincus avec nous que ce monde ne tourne pas rond. Au tableau déjà sombre des crises économiques répétées, d'une crise climatique qui menace tout simplement l'existence de la planète, de l'émergence de forces réactionnaires à peu près partout, revient maintenant une perspective qu'on croyait éloignée depuis un certain temps et est celle en fait qui nous a rappelé Sacha, celle de la guerre. Tout d'abord, parce que comme rappelait en fait Salah Hamouri, nous assistons aujourd'hui à un véritable génocide aux yeux du monde entier et c'est pour ça que nous ne scanderons jamais assez « Palestine vivra, Palestine vaincra ». Mais c'est aussi, camarades, parce que depuis 2 ans, l'invasion russe de l'Ukraine a ramené la guerre en Europe. Et de plus en plus, on se rend compte que ce n'est pas du tout un conflit comme les autres, mais que nous sommes devant l'ouverture d'une nouvelle étape, une étape dans laquelle, en absence du rôle que jouaient les États-Unis en tant que gendarmes du monde, on va être confronté à de plus en plus de conflits armés, locaux, régionaux et avec des conséquences de plus en plus lourdes. C'est pourquoi, lorsque Macron persiste et signe sur sa tirade sur l'envoi des troupes en Ukraine, il ne faut pas voir que l'irresponsabilité du personnage. Pas plus qu'il ne faut se rassurer trop vite des distances prises par ses homologues européens. Si vous avez besoin de vous en convaincre, je vais vous citer, de l'autre côté de la Manche, quelqu'un en fait qui a priori s'y connaît un peu sur le sujet, c'est le ministre de la Défense britannique, qui nous explique que nous ne vivons plus dans un monde après-guerre, mais dans un monde avant-guerre. Ce type de déclaration fait écho à d'autres moments de l'histoire. Au tout début du XXe siècle, face à l'arrivée de la Première Guerre mondiale, Lénine, le révolutionnaire à qui en fait on commémore aujourd'hui cette année en fait le centenaire de sa mort, expliquait qu'une nouvelle époque du capitalisme s'ouvrait, l'époque impérialiste, et que cette époque serait marquée par la récurrence de crises, de guerres et de révolutions. Plus d'un siècle plus tard, cette perspective historique se réactualise aujourd'hui. Nous ne sommes pas pourtant aux portes d'une 3e guerre mondiale, mais il est important de comprendre que l'impérialisme porte en lui le germe de la guerre. Que si la période de la globalisation avait permis depuis les années 70 une certaine respiration, cela touche aujourd'hui ses limites et que face à ce retour du spectre de la guerre, les solutions à la ONU nous semblent largement insuffisantes. Mais ce chemin vers la guerre n'est pas non plus inéluctable, les camarades. Il trouve un obstacle tenace dans la conscience des jeunes générations, qu'on appelle parfois la génération Z et qui est largement représentée dans cette salle. Les mêmes qui n'ont pas manqué de rappeler ces dernières années aux capitalistes leur responsabilité dans la destruction de la planète et donc de leur avenir, ceux qui se sont mobilisés massivement en soutien à la Palestine, de New York à Londres en passant par Paris, ceux mêmes-là ne sont pas du tout enchantés à l'idée de partir au front pour la défense de soi-disant intérêts de la patrie. Il s'agit d'une donnée qui préoccupe les spécialistes en questions militaires à l'heure où le monde est en train de se préparer à nouveau à la guerre. Ainsi, 2 spécialistes de l'Institut naval américain tentent de se rassurer en disant que les jeunes soldats et les recrues ne savent pas ce qu'est la compétition entre grandes puissances, que la génération Z peut se battre et le fera, mais qu'elle doit d'abord comprendre pourquoi. Nous, ce qu'on veut, les camarades, c'est précisément l'inverse, que ces jeunes générations comprennent que la lutte entre puissances impérialistes n'est pas la leur et que la seule cause pour laquelle il vaut vraiment la peine qu'elles se battent, c'est celle d'une révolution qui en finisse avec toute forme d'exploitation, avec toute forme d'oppression et avec la destruction de l'environnement. Mais la question de la guerre ne concerne cependant pas que les jeunes, loin de là.
Dans une interview récente, un ex-ministre des Affaires étrangères défendait l'idée de l'entrée de la France dans une économie de guerre, en précisant qu'il s'agit de nous faire travailler plus pour produire plus, notamment plus d'armement pour alimenter leurs machines meurtrières. Et vous savez ce qu'il citait comme le principal obstacle à cet objectif? Le mouvement des réformes des retraites d'il y a un an. Voilà un résumé de leur économie de guerre. Plus d'exploitation et moins de liberté pour les travailleurs et pour la jeunesse. Mais il faut concéder que sur un point, cet ancien ministre a raison. C'est que le meilleur obstacle à la course vers la guerre, c'est la lutte de classe. C'est l'union entre les travailleurs et la jeunesse contre le capitalisme. Car une chose est sûre, quand les bourgeois ont peur de la révolution, ils réfléchissent 2 fois avant d'aller faire la guerre, surtout quand ça implique d'armer leur propre population. Mais on ne va pas se mentir, les camarades, si on revient à la formule de Lénine sur l'époque impérialiste comme une époque de crise, guerre et révolution, il faut se dire que pour l'instant, on a affaire à davantage de crise et de guerre que de révolution. Et les intellectuels de l'ordre dominant voudraient que cela ne change pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand ils se prennent à Lénine, c'est en fait l'idée même de la révolution qu'ils visent. Ils voudraient que plus jamais, personne ne croie, comme l'ont cru les bolcheviks en 17, que la victoire était possible, que les exploités et les opprimés pouvaient tout renverser. Et aujourd'hui, alors qu'il n'a jamais été aussi urgent de tout renverser, on ne peut que se réjouir de constater par l'affluence à ce meeting qu'ils n'ont pas vraiment réussi et que l'idée de la révolution est bel et bien vivante. Mais Lénine n'est pas juste un symbole de la révolution. Sa pensée est l'incarnation d'une boussole stratégique qui a fait ses preuves dans l'histoire et qui a encore des choses à nous apprendre aujourd'hui. Face à la Grande Guerre de 14, par exemple, ce qui a fait sa singularité avec d'autres révolutionnaires, ça a été d'abord son opposition intransigeante à la guerre impérialiste. Pour cela, Lénine avançait l'idée, très actuelle à notre avis, que face aux menaces de guerre entre puissances impérialistes, notre principal ennemi est chez nous. C'est en fait dans notre cas les Bernard Arnault, les Bolloré, les Blandinières, le patron qui essaye de virer Christian. C'est aussi évidemment les Macron et le Le Pen. Ce qui veut dire aujourd'hui, par exemple, dans le cadre des prochaines élections européennes, qu'il ne faut pas non plus tomber dans le piège des discours souverainistes, comme le fait une partie de la gauche. Dans un monde et dans une Europe dirigée par les capitalistes, quelle que soit leur nationalité, les travailleurs ne seront jamais souverains. Leur souveraineté, celle des travailleurs, ne peut être qu'une souveraineté de classe. Et elle ne se fera certainement pas avec la famille Peugeot, pas plus qu'avec Serge Dassault, mais avec les prolétaires de tous les pays. Car comme on dit dans un chant d'Amérique latine d'où je viens, c'est en espagnol, mais je crois que vous pourrez comprendre, la clase obrera es una y sin fronteras. Il y a un philosophe et militant hongrois dont on vient de publier un petit bouquin qui s'appelle Lukács. Le bouquin il est par ailleurs disponible en fait à la table des éditions Communard, fin de la pause pub. Mais Lukács dit que la force de Lénine a été aussi d'avoir toujours considéré que la révolution était une perspective profondément actuelle. Que malgré les bas et les hauts et les bas de la lutte de classe, la révolution était une perspective profondément actuelle, et que c'était leur affaire, et que le cours de l'histoire pouvait être modifié par les travailleurs et les travailleuses, à condition de s'y préparer sérieusement. C'est avec cette boussole qu'il va forger patiemment, y compris dans les périodes de pire réaction, le parti et les militants capables de diriger l'assaut du ciel opéré par les masses russes en octobre 17. Cependant, les camarades, il est évident aujourd'hui que le XXe siècle est passé par là et qu'il a laissé des traces.
Comme je vous avais dit, nous avons eu un écho formidable avec ce meeting. Mais nous n'avons pas échappé non plus dans les réseaux sociaux à un type de remarque que vous devez connaître, du type « allez au goulag si vous n'aimez pas le capitalisme ». La réalité, c'est que le fait que la première révolution ouvrière et socialiste victorieuse de l'histoire soit restée isolée et qu'elle ait ensuite dégénéré dans un régime bureaucratique a été pendant longtemps l'argument central de tous les défenseurs du capitalisme comme seul horizon possible. Cela a longtemps servi à invalider l'idée même de la révolution en faisant croire que tous les processus de ce type étaient condamnés d'avance à déboucher sur des régimes totalitaires. C'est pourquoi, même si nous assistons depuis quelques années à un regain de la lutte de classe, il devient de plus en plus central de réhabiliter le projet d'une société communiste qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on a appelé le socialisme réel. En absence d'un projet émancipateur, d'un imaginaire communiste, nous serons malheureusement condamnés à reproduire sans cesse le schéma où la colère des classes populaires finit par être capitalisée sur le terrain politique par des forces d'extrême droite. Ou encore, si demain le rapport de force change, à nous retrouver sous de nouveaux gouvernements dits de gauche, mais qui, à l'instar des expériences de Front populaire des années 30, jouent le rôle de contenir la colère au prix de quelques concessions pour qu'elle ne déborde pas le cadre du système capitaliste. Pourtant, les coordonnées actuelles permettent non seulement d'actualiser la perspective de la révolution, mais aussi celle du communisme. Et moi, je voudrais essayer de démontrer avec 3 idées que loin d'être une idéologie dépassée par les transformations du dernier siècle, la perspective communiste n'a jamais été aussi actuelle et aussi réaliste. Ces 3 idées se correspondent avec 3 piliers importants d'une société communiste future: la réduction massive du temps de travail, la démocratie ouvrière et la planification de l'économie. D'une part, le développement de l'industrie, de la robotique, de l'intelligence artificielle, s'il était mis au service du bien commun et non pas des profits, permettrait déjà aujourd'hui la suppression complète du chômage et une réduction massive du temps de travail, à un niveau qui n'a rien à voir avec celui de la Russie de 1917. Tout le reste du temps libre pourrait ainsi être utilisé pour d'autres activités sociales, sportives, culturelles, artistiques, car il y en a marre de perdre notre vie à la gagner. D'autre part, Internet et les nouvelles technologies de la communication, qui ont déjà montré leur utilité pour l'organisation de certaines de nos mobilisations, pourraient être mises au service de formes de démocratie directe inspirées des conseils qui étaient à la base du pouvoir révolutionnaire pendant les premières années de la révolution russe et les soviets. Un système où chaque travailleur peut participer aux décisions qui concernent la marche de la société tout entière. Et enfin, les procédés développés par des grandes multinationales pour gérer d'immenses flux logistiques et commerciaux, s'ils étaient mis au service d'une logique non marchande, permettraient aussi une planification démocratique et plus efficace de l'économie, tenant compte des contraintes environnementales, mais aussi des besoins et des préférences des citoyens. Si aujourd'hui Google ou Amazon recueillent nos données pour nous cibler avec leur publicité, demain ces ressources pourraient être mises au service d'une planification rationnelle et démocratique de l'économie, presque en temps réel, qui permettent l'accès à une grande variété de biens et de services, très loin de l'image de la planification bureaucratique qui a eu lieu en Union soviétique. Car non, les camarades, contrairement à ce qui veut faire croire le mythe libéral, le communisme, ce n'est pas la suppression de l'individualité de chacun, mais la possibilité de déployer pleinement son individualité en harmonie avec la nature et avec la collectivité. En même temps,
Comme disait Marx, le communisme, ce n'est pas seulement la société future pour laquelle on se bat, c'est aussi le mouvement réel qui abolit le capitalisme. Oups. Mais pour que ce mouvement aboutisse, nous sommes convaincus avec le camarade Lénine qu'il doit s'incarner dans une force politique, dans un parti, pas dans le sens des partis traditionnels, mais dans le sens d'un collectif de militants et militantes partageant un projet émancipateur et une stratégie commune et déterminés à peser de tout leur poids pour offrir un avenir à l'humanité autre que celui de nouvelles boucheries mondiales. Un parti qui considère que l'échec des premières expériences révolutionnaires n'invalide pas toute perspective d'émancipation et ne nous condamne pas à assister passifs à la destruction du monde par les capitalistes. Une organisation de militants conscients qui apprennent des défaites du passé et qui considèrent un siècle après la mort de Lénine que la révolution et la lutte pour le communisme sont une affaire actuelle, sont notre affaire. C'est à ce projet, celui dans léninisme 2.0, qu'on vous invite à prendre part à nos côtés et aux côtés de Révolution Permanente.